Et c'est Emmanuel Laurent qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Basket USA. On va donc parler évidemment, Dorothée le disait, de la NBA qui a repris cette semaine. On dit souvent, on entend souvent dire que la NBA c'est le plus grand championnat de basket au monde. On parle business évidemment sur BFM Business. Qu'est-ce qui représente ce championnat concrètement en termes de monnaie selon tes tribuchantes? Oh bah écoutez, c'est énormément d'argent, hein. Évidemment, on pense aux énormes contrats qu'ont signés les grandes stars, comme LeBron James, même Kobe Bryant, qui est encore dans sa dernière année de contrat à Los Angeles, et qui est le joueur le mieux payé encore aujourd'hui. C'est évidemment des sommes extravagantes, hein. Pour les droits télé, c'est notamment 24 milliards donc sur les... Ça, ce sera à partir de l'année prochaine? Oui, non, c'était depuis l'an dernier, en fait, depuis octobre 2014, 24 milliards sur 9 ans, et donc ça fait 2,7 milliards par an de droits télé simplement. On était quoi, à 800 millions avant, c'est ça? On était à 460 millions par an, donc ça, c'est un grand ça fait quasiment x5 d'un coup. Oui. Comment on explique ça? Bah écoutez, d'abord le fait que voilà, la NBA a des grandes audiences. Les dernières finales NBA ont été les plus suivies depuis les dernières de Michael Jordan. Il y a eu plus 31% en part d'audience pour les dernières finales, donc entre Cleveland et Golden State. Et puis ensuite, bah, il y a le basket, si vous voulez, de manière générale, est quand même un produit, un sport qui est formaté pour la télé, puisqu'il y a beaucoup de temps mort. Et quand bien même il n'y aurait pas de temps mort, et on fait un temps mort technique pour pouvoir placer les produits. Et donc, si vous voulez, il y a ce format qui quand même favorise aussi la réussite à la télé, quoi. Et cet argent des droits télé, c'est de l'argent qui revient à qui après? Il y a une redistribution. En fait, la NBA donne 50% aux propriétaires, 50% aux joueurs. Donc ça, c'est à chaque fois au centre des débats quand il y a une renégociation des contrats entre joueurs et la NBA. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux échelles, si vous voulez, l'échelle nationale où ABC, ESPN, TNT, donc là, gère directement avec la NBA. Et ensuite, chaque franchise négocie pour son marché local. Donc là, c'est des chiffres aussi qui peuvent varier d'un marché plus petit comme Oklahoma City à Los Angeles, qui là est un gros marché. Et puis il y a eu l'intelligence aussi, hein, je ne sais pas si c'est l'intelligence, en tous les cas des organisateurs américains, de faire venir des basketteurs étrangers, hein, pour eux. On a énormément de Français, d'Espagnols, hein, de Chinois, et tout ça, ça développe également les droits dans les différents pays. Alors, vous disiez qu'il y a une redistribution des joueurs. On se rappelle quand même qu'il y a 3 ans, il y avait une grève des joueurs, une grève importante qui avait quasiment amputé de moitié la saison NBA. Ça veut dire que cet afflux massif d'argent qui arrive là, ou qui est arrivé, ne devrait pas provoquer de grogne particulières? Bah si, justement, ça va être un gros enjeu pour la prochaine renégociation, puisque en fait, voilà, la NBA doit redistribuer 50% aux joueurs. Donc évidemment, on sait pas comment ça va se passer concrètement, c'est ça le problème? Bah si vous voulez, il faut que justement la NBA prenne en compte cette redistribution et donc voilà, fasse en sorte que les joueurs restent heureux, puisque c'est quand même eux qui font le spectacle NBA chaque jour, chaque soir. Comparé par exemple à la NFL, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, puisque la NFL a très peu de matchs comparé à la NBA qui a beaucoup de matchs, 82 matchs contre 16, et donc évidemment le budget doit être en conséquence. Juste d'un mot, je ne sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs. Comment expliquer qu'il n'y ait jamais eu de sponsor maillot sur le maillot en NBA? Alors même si les choses sont peut-être en train de bouger très légèrement, ça paraît on est aux États-Unis où la marque, on n'a pas honte de la montrer, on n'a pas honte de l'argent même que ça peut générer. Comment expliquer que ce terrain soit resté vierge? Écoutez, ça c'était, faudra demander à David Stern qui était le précédent commissionnaire, mais si vous voulez, c'est en train de bouger, puisque là pour le prochain All-Star Game, donc qui est la grande vitrine de la NBA chaque mois de février, ils vont mettre un tout petit logo, donc qui est voilà minimaliste. C'est ça exactement. Voilà. Ouais, donc la Kia qui sera voilà représentée pour la première fois, et ce sera un essai, si vous voulez, pour ce All-Star Game 2016, donc à Toronto. Ce qui se passe juste, c'est que parfois le maillot, dans certains sports et dans certains clubs, a un rôle presque totémique, c'est-à-dire que ça devient un objet auquel on n'a pas le droit de toucher. Donc, du coup, culturellement, on se retrouve dans des situations qui peuvent paraître un peu aberrantes, où voilà, on n'a pas le droit, on interdit à un sponsor de venir, et puis au bout d'un moment, ça évolue. Merci beaucoup, Emmanuel Laurent, journaliste à Basket USA, d'avoir été avec nous. Jean-Philippe, une toute dernière question, elle est traditionnelle, on est en train de déborder, donc on va faire ça vite. Quelle est selon vous la marque, en termes de marketing sportif, qui a tout compris?
Je pourrais pas répondre avec une marque. Je pense que les marques qui réussiront le mieux sont celles qui réussiront à passer les différentes vagues et les différentes époques et réussir à toujours être dans la modernité et les attentes des consommateurs. Merci beaucoup Jean-Philippe Sionneau, responsable donc marketing du Coq Sportif. Merci à Valérie Potin, merci à la team Sport Business Club avec également Bruno Fraioli et Rodolphe Bonin, sans oublier évidemment Pascal Péry. Merci Dorothée. Merci David et très bonne semaine à tous et on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro du Sport Business.